Mes amis, j'ai réfléchi longtemps à la meilleure manière de vous présenter le dossier de cette semaine. Je sais que je peux vous faire confiance puisqu'on se parle chaque semaine de questions hautement controversées, parfois très philosophiques et difficiles à aborder, surtout à travers les quelques minutes dont on dispose. Mais aujourd'hui, je veux qu'on aille encore plus loin, qu'on se parle d'un enjeu qui touche directement à la mission de l'humanité sur la Terre ainsi qu'à la nature fondamentale de la vie elle-même. Il faut qu'on discute ensemble du développement technologique, de la vitesse incroyable à laquelle il se produit actuellement et de ce que ça veut dire pour l'avenir de l'espèce humaine. La raison pour laquelle je veux qu'on aborde l'enjeu, c'est que tout récemment, lors d'une conférence sur les progrès de l'intelligence artificielle, l'un des hommes les plus riches de la planète, Elon Musk, a annoncé que Tesla travaille actuellement sur un prototype de robot humanoïde qui serait dévoilé au grand public aussitôt qu'en 2022. Les informations disponibles sont rudimentaires, on sait à peu près rien, sinon que le robot pèsera environ 125 livres ou 56 kilos, mesure environ 5 pieds 8 pouces, donc 1,72 m, qu'il portera environ 45 livres ou 20 kilos et qu'il sera affecté à ce que Elon Musk qualifie de tâches répétitives ou dangereuses. Le Tesla Bot sera équipé de capteurs et de caméras semblables à celles d'un véhicule Tesla. Il sera basé sur la même architecture numérique que le reste de la flotte Tesla. Selon Elon Musk, Tesla est déjà, d'une certaine façon, la plus grande société de robotique du monde, puisque ses voitures sont essentiellement des robots semi-autonomes. L'idée, c'est de faire comme pour les voitures et de connecter l'entièreté de la flotte de robots à un super ordinateur central qui récolte et qui analyse l'entièreté des données captées par les robots afin de constamment en améliorer l'efficacité de l'intelligence artificielle à partir des expériences vécues par des centaines de milliers, sinon des millions d'unités. Si tout ça se produit réellement dans un avenir à court ou à moyen terme, on parle d'une technologie révolutionnaire qui va profondément bouleverser la société de manière pratiquement irréversible. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de répondre aux questions élémentaires et fondamentales qui sont soulevées par l'émergence des robots humanoïdes et de l'intelligence artificielle. D'abord, est-ce que tout ça est seulement possible? À quel point est-ce vraiment crédible, mais aussi quel impact pour le marché du travail, pour la société, pour chacun d'entre nous? D'abord, l'élément incontournable lorsqu'on parle de projets aussi ambitieux, c'est évidemment la faisabilité. Pour plusieurs, l'annonce d'Elon Musk manquait grossièrement de substance et ne devrait tout simplement pas être prise au sérieux. Peut-être ont-ils raison. Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'Elon Musk formule des promesses irréalistes ou encore que ses échéanciers ne sont pas respectés. En 2016, il annonçait la création des toits solaires qui sont encore largement à l'étape conceptuelle. En 2019, Tesla a annoncé qu'en 2020, il y aurait 1 million de robots-taxis sur les routes et bien sûr, ce n'est toujours pas le cas. Or, laissez-moi ajouter un peu de nuance. Il semble être dans la nature d'Elon Musk de fixer non seulement des objectifs, mais aussi des échéanciers hautement ambitieux afin de stimuler l'innovation et de propulser le progrès technologique. Quand on y pense, c'est la même attitude qui a poussé l'Amérique à viser la Lune au cours des années 60, alors qu'on ne connaissait à peu près rien à propos de la Lune, de la physiologie ou même de l'espace en tant que tel. La poursuite d'un objectif irréaliste pousse à réfléchir en dehors des normes établies pour faire les choses différemment. En fait, il suffit de regarder Tesla et SpaceX pour en avoir un excellent exemple. Lorsque Elon Musk a d'abord annoncé son intention de lancer une entreprise automobile entièrement basée sur la technologie électrique, à peu près personne n'y a cru. Les constructeurs automobiles sont des géants aux pieds d'argile qui ont presque tous déjà fait faillite au moins une fois. Pour compétitionner avec les Ford, GM, mais aussi avec tous les grands constructeurs étrangers, Tesla allait devoir construire des usines titanesques, développer son propre réseau de distributeurs de bornes de rechargement, produire des centaines de milliers d'unités, et tout ça sur du capital emprunté. C'était absolument impossible, sinon carrément risible. Et pourtant, aujourd'hui, à peu près tous les constructeurs ont changé d'attitude et tentent au plus vite de combler le retard qu'ils ont accumulé pendant qu'ils proclamaient à tous que c'était impossible. La même chose s'est produite avec SpaceX. D'abord, on vous ignore. Ensuite, on se moque de vous. Et finalement, c'est seulement bien plus tard qu'on vous demande comment vous avez réussi. SpaceX est désormais en position pour dominer un des marchés les plus prometteurs de notre époque et pourrait très bien lancer des humains vers Mars au cours des 10 à 15 prochaines années. Le fameux vaisseau colonial baptisé Starship Heavy est actuellement en construction à Boca Chica, au Texas, et les choses avancent à un rythme absolument effréné, avec un chantier actif 24 heures sur 24 et des tests de plus en plus fréquents. Bref, quand il est question du Tesla Bot et de la création d'un robot humanoïde, il faut garder tout ça en tête.
On peut débattre de l'échéancier et dire que 2022 c'est irréaliste et qu'Elon Musk est trop optimiste. Mais souvenons-nous qu'on a affaire à un spécimen qui relève de l'exception et que ce ne serait pas la première fois qu'il réalise un projet ambitieux. Est-ce qu'il est question d'un horizon de 5, 10 ans? Dur à dire. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas vraiment d'importance pour notre discussion, puisqu'à l'échelle de l'histoire du progrès technologique, c'est l'équivalent d'un claquement de doigts. Il y a déjà des décennies qu'on essaie de créer un robot humanoïde qui ressemble à un humain, avec 2 jambes, 2 bras et une tête. Pour plusieurs, c'est une quête un peu absurde, presque condamnée à l'échec, puisqu'il serait plus facile et plus pertinent de créer des robots spécialisés et de simplement les assigner à une seule tâche précise. Il y avait une forme de consensus. Les robots humanoïdes sont de beaux jouets, mais pas très utiles dans la vie de tous les jours, puisqu'ils sont incapables de réfléchir par eux-mêmes et qu'en plus, ils sont généralement moins habiles que les humains. Or, tout ça est en train de changer. Avec le développement de l'intelligence artificielle, le progrès de la science matérielle et l'amélioration exponentielle des microprocesseurs, les scientifiques, les entreprises technologiques ainsi que les armées du monde semblent tous se réveiller face au potentiel immense des robots humanoïdes. Prenez Boston Dynamics. C'est un exemple célèbre que vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Le robot le plus avancé de l'entreprise, du moins publiquement, s'appelle Atlas. Pour le moment, Atlas est un robot humanoïde développé non pas comme un produit commercial, mais plutôt comme une plateforme de recherche. On veut d'abord repousser les limites pour voir ce qui est vraiment possible. En regardant Atlas sauter à travers un parcours ou encore danser, on peut se dire qu'on est encore loin du Tesla Bot généraliste et quasi autonome. Toutefois, dites-vous une chose, Boston Dynamics travaille aussi sur des projets classifiés pour le compte du DARPA, soit l'agence du département de la Défense des États-Unis, chargée de la recherche et du développement des nouvelles technologies à usage militaire. Atlas est-il donc vraiment la version la plus avancée? À nous de lire entre les lignes. Une chose est sûre, l'état-major américain est très intéressé à l'idée d'un soldat entièrement robotisé. La promesse est formidable. Non seulement le recrutement militaire est à son plus bas, mais les budgets de défense de nombreux pays sont de plus en plus minces. Payer un soldat à temps plein avec sa retraite, son équipement, ses blessures potentielles, sa formation constante, le loger, le nourrir, lui apporter un soutien logistique, tout ça coûte une véritable fortune. Imaginez maintenant s'il était possible de simplement parachuter un conteneur rempli de robots directement dans une zone de guerre. Que ces robots soient en mesure de coopérer les uns avec les autres, mais aussi avec les humains sur le terrain, qu'ils soient dispensables et qu'on ait la capacité de les remplacer ou de les réparer rapidement. Pensez à un pays comme le Canada, qui est incapable de patrouiller et de surveiller son propre territoire autrement que par satellite sur de vastes étendues du Grand Nord. En déployant des postes avancés occupés par des robots, il devient possible d'occuper le territoire et même d'assurer une capacité rudimentaire de recherche et de sauvetage. Parfois, le fait que les robots humanoïdes ne soient pas conçus pour une seule tâche est un énorme avantage. On vient de se parler rapidement des applications militaires et croyez-moi, on a seulement effleuré la surface. Pour Elon Musk, le plus grand intérêt des robots généralistes comme le Tesla Bot, c'est surtout pour la colonisation de l'espace. Immédiatement après avoir vendu PayPal, Elon Musk a lancé SpaceX avec la ferme ambition de rendre la vie multiplanétaire en établissant une colonie sur Mars. Il ne cache à personne que c'est son rêve le plus cher et qu'il tient à tout prix à y assister avant sa mort. Or, les premiers voyages seront extraordinairement risqués et Musk a souvent lui-même déclaré que les chances de survie étaient très faibles et que l'expérience serait psychologiquement très éprouvante pour les premiers colons interplanétaires. Ensuite, comment construire la base? Dès leur arrivée, ils auront besoin d'installations rudimentaires pour produire de l'oxygène, de l'eau, établir des communications. À la différence de la colonisation de l'Amérique, aucune nation indigène ne pourra venir au secours des colons. Ils seront les humains les plus éloignés et les plus isolés de toute l'histoire. Et c'est précisément là que les robots humanoïdes entrent en scène. En envoyant d'abord une flotte de robots, on peut construire les éléments essentiels de la colonie avant l'arrivée des premiers humains et ainsi drastiquement améliorer les chances de survie. Les robots n'ont pas besoin d'oxygène, pas besoin d'eau, ni de nourriture. Leur utilisation maximiserait les premiers voyages tout en réduisant le risque. Pour chaque kilo de cargaison qu'on envoie sur Mars, il faut environ 226 kilos de carburant.
Un robot semblable au Tesla Bot serait donc parfait pour ce genre de mission, justement en raison de sa polyvalence. Il serait absurde et contre-productif d'envoyer 50 robots spécialisés. Il en faut une dizaine, tout au plus, pour s'asseoir dans les sièges normalement réservés aux passagers. Après la construction de la base et l'arrivée des premiers humains, leur mission en deviendrait une d'assistance à la colonie. Évidemment, ça peut avoir l'air de rien de plus que de la science-fiction, mais il faut se rappeler que toute cette discussion a lieu dans la tête d'Elon Musk. De son propre aveu, beaucoup de ses décisions personnelles sont basées sur l'urgence de rendre la vie multiplanétaire. Or, la réalité, c'est que les projets de colonisation spatiale sont loin d'être essentiels à l'avènement des robots humanoïdes. Il existe toute une panoplie d'applications potentielles beaucoup plus prometteuses, réalistes et pratiques qui pourraient voir le jour bien plus vite qu'on ne le pense. L'objectif énoncé par Elon Musk, c'est d'éliminer les tâches répétitives ou dangereuses. Et là-dessus, disons que ce ne sont pas les exemples qui manquent. Dans les hôpitaux, les mines, les usines, les magasins à rayons, les résidences pour personnes âgées, l'industrie textile, l'industrie agricole, l'entretien ménager, le paysagement, la seule limite est celle de l'imagination. Et soyons lucides, les avantages économiques sont absolument immenses. Avec une batterie remplaçable, un robot peut théoriquement travailler 24 heures par jour sans réel danger pour sa sécurité. Après le coût d'achat initial, son opération est virtuellement gratuite à part pour le prix de l'énergie. Il n'y a aucune charge sociale, aucun syndicat, pas de pause, pas de toilette, pas de famille, ni de congés fériés ou de maladie. Et ça, c'est sans compter la formation instantanée. Le principe est relativement simple, mais pas pour le moins terrifiant. Si vous demandez à un robot d'emballer des achats dans un supermarché, par exemple, au début, il n'aura aucune idée comment faire. Mais après avoir observé et appris une seule fois, tous les autres robots sur le réseau seront instantanément en mesure de faire la même chose et de manière toujours plus sophistiquée. L'idée, c'est que tous les robots sont connectés à une super intelligence centrale leur permettant d'accéder en temps réel à la connaissance acquise par l'entièreté du réseau. Et c'est là que notre dossier prend une toute autre dimension. Même si vous aviez un robot chez vous, entièrement passif et inactif, il sera en fait en train d'accumuler de la connaissance et de se développer à une vitesse exponentielle. Tout ça, rien qu'en étant connecté sur le réseau. Pour Tesla, c'est un peu une continuité naturelle de l'entreprise, puisqu'elle est déjà très active dans tous les éléments nécessaires à la production de robots, les capteurs, les batteries, l'intelligence artificielle ainsi que les microprocesseurs. Le corps d'ingénieurs et de développeurs logiciels chez Tesla n'a rien à envier à celui de géants comme Google ou Apple. D'une manière, Tesla est beaucoup plus une entreprise technologique qu'un constructeur automobile. Ce qui nous amène à aborder un élément très important qui risque d'être déterminant dans la poursuite des robots humanoïdes, soit la compétition entre les grands géants de la technologie. Encore une fois, pour bien comprendre, prenons les exemples de Tesla et de SpaceX. Au départ, personne ne croyait vraiment au potentiel commercial à court terme des véhicules électriques, encore moins à celui des fusées réutilisables. Il faudrait des milliards de dollars en investissement et les joueurs traditionnels étaient relativement satisfaits avec le statu quo. Toutefois, à la mesure que Tesla et SpaceX ont confondu les sceptiques, ces mêmes joueurs traditionnels ont compris qu'ils étaient en train de rater le bateau. Et soudainement, les industries entières ont reconfiguré leur stratégie pour non seulement s'adapter à la nouvelle réalité, mais aussi rattraper le retard accumulé. Aujourd'hui, Ford, GM, Mercedes et de nombreux autres constructeurs sont en train de pivoter vers la propulsion électrique, alors que dans la physiologie, l'arrivée de SpaceX a provoqué une émulsion de nouveaux joueurs comme Virgin Galactic de Richard Branson ou Blue Origin de Jeff Bezos. Là où je veux en venir, c'est que ce n'est pas nécessairement Tesla qui va franchir la ligne d'arrivée en premier pour les robots humanoïdes. Et le simple fait que Elon Musk annonce son intention de prendre d'assaut un marché aussi gigantesque, aussi lucratif, à la valeur virtuellement illimitée, c'est en soi suffisant pour pousser tous les autres à poursuivre le même objectif. Mettez-vous à la place de Google, Samsung, Apple, Huawei ou Microsoft. Vont-ils accepter que Tesla s'accapare à elle seule l'entièreté du marché de la robotique? Bien sûr que non. On risque plutôt d'assister à une véritable course pour la mise en marché, à un sprint sans pareil en matière de recherche et développement pour éviter à tout prix de tomber dans l'insignifiance dans ce qui pourrait être le monde technologique de demain. Au niveau social, des questions profondes méritent aussi d'être posées.
Plus rapidement qu'on ne le pense, des millions d'employés pourraient être remplacés afin d'obtenir des gains de productivité et un meilleur retour sur l'investissement. C'est important de le comprendre. Ceux qui vont pousser pour le déploiement rapide de la technologie dès qu'elle sera prête, ce seront les investisseurs, puisqu'ils auront un intérêt direct à réduire les coûts, tout en rejetant les conséquences sociales et économiques de leurs actions sur les épaules de l'État. Prenez les États-Unis, par exemple. Les deux plus gros employeurs privés du pays sont Walmart et Amazon. Il ne faut pas se faire d'illusions. Dans les deux cas, ce sont des tâches répétitives, simples, confiées à des employés relativement peu qualifiés. Pour un investisseur, 1 + 1, ça donne 2, tout simplement. Plus que jamais, la richesse risque de se concentrer à l'intérieur d'une classe de super élite œuvrant dans le milieu de la technologie et de la robotique, à la mesure que des millions d'employés seront remplacés par des robots sans salaire, qui ne consomment pas, et donc sans impôts, ni aucune forme de contribution fiscale. Un trou béant risque d'apparaître dans les finances publiques. Comment compenser cette perte? Certains parlent déjà d'une taxe à la productivité ou encore d'un salaire virtuel versé à l'État plutôt qu'aux robots, mais on voit déjà les limites à ce genre d'approche. Il ne s'agit pas seulement de substituer la contribution fiscale des employés remplacés, mais aussi de les réintégrer à un marché du travail où ils doivent désormais compétitionner avec un travailleur qui produit 24 heures sur 24 pour une rémunération pratiquement nulle. C'est carrément une époque qui pourrait s'achever. De tous les temps, le travail manuel a permis aux classes moins éduquées de la société de s'émanciper et d'obtenir un salaire en échangeant leur temps et leur labeur pour une compensation. Sans eux, les barons et les patrons de ce monde n'étaient rien. L'or reste au fond des mines et la tour de verre reste sur la table à dessin. L'élite a toujours eu besoin d'une classe ouvrière forte. Cela maintient une forme d'équilibre, aussi tordu soit-il. Avec l'émergence d'une classe ouvrière de plus en plus robotisée, ce contrat social est rompu. Il faudra repenser la fiscalité en profondeur, mais aussi le système d'éducation en entier. Pour certains, la seule option à l'horizon est celle d'un revenu minimum garanti, mais l'expérience de ce genre de modèle n'a encore jamais été faite à grande échelle. Plusieurs autres grandes questions peuvent être soulevées, notamment quant aux conséquences sur l'immigration, la reproduction, la démographie. Mais là où je voudrais amener notre discussion avec vous, c'est enfin vers la dimension militaire. Comme vous le savez, la course aux armements est constante. Chaque pays défend ses intérêts, et ce, indépendamment des notions d'éthique ou de morale. On peut signer toutes les conventions internationales qu'on veut sur les armes autonomes et la militarisation des robots. Ça vaut ce que ça vaut dans l'éventualité d'un conflit, c'est-à-dire pas grand-chose. On a beau imposer des critères, mettre des balises, interdire formellement la recherche dans le domaine, rien n'empêche un État moins scrupuleux de mener secrètement un programme d'armement robotique. Un peu comme l'arme nucléaire, la possession non réciproque d'une armée robotisée rendrait un pays pratiquement invulnérable face à ses adversaires. Certains pays présentent un profil parfait pour la mise en place d'unités robotisées. Pensons à Israël, à la Corée du Sud, à Taïwan ou même au Japon. Tous possèdent une industrie de la haute technologie. Tous ont une bonne motivation géopolitique de chercher à se défendre. Tous font face à un élément d'asymétrie face à la menace. Et surtout, tous ont une population en âge de se battre relativement limitée, forçant 3 d'entre eux à avoir recours à la conscription avec tous les impacts sociaux et économiques que cela entraîne. Bref, ce n'est pas forcément la Chine ou l'Iran qu'il faut surveiller, mais plutôt des petits pays plus vulnérables, tels que ceux mentionnés plus tôt. Les soldats d'infanterie sont extrêmement chers à recruter, à équiper, à entraîner. L'utilisation de robots permet de maximiser chaque dollar militaire face à une menace potentielle. Pour poursuivre, les avantages politiques d'une armée robotisée sont énormes, puisqu'ils permettent de faire la guerre à un coût politique et humain de moins en moins élevé. Chaque fois qu'on ramène un soldat tombé au combat avec un drapeau sur le cercueil et la famille en larmes, les dirigeants sont appelés à justifier et à rappeler la pertinence du conflit armé en question. Or, un robot n'a pas de famille. C'est considéré comme une perte matérielle, un peu comme perdre un drone. On voit donc rapidement comment l'utilisation des robots autonomes pourrait se propager à travers les armées du monde. Pour certains, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, et ça pourrait contribuer à rendre la guerre plus propre en limitant le nombre de pertes humaines. Alors si vous voulez mon avis, c'est une vision très simpliste et très réductrice de la guerre, puisque lorsqu'elle éclate vraiment, la vraie, elle avale tout sur son passage.
Il n'y a pas de ligne de front, pas de repos ni de stratégie, seulement le chaos de la guerre totale. Durant la Deuxième Guerre mondiale, alors que les puissances mondiales luttaient pour leur survie, aucune n'a hésité à frapper des cibles civiles. Les usines, les universités, les centres de recherche, les routes et les ports. En contribuant à l'effort de guerre, une cible devient instantanément légitime. Et dans un scénario où un pays possède une armée robotisée et qu'il peut remplacer son infanterie à une vitesse remarquable, la seule façon d'en finir est de couper la tête du serpent et de viser les infrastructures qui produisent les robots. Un adversaire robotisé ne peut pas être neutralisé simplement en éliminant son armée. Ce qu'on risque de voir, c'est donc un élargissement du champ de bataille pour inclure la population civile essentielle à la production des robots. Chaque fois qu'une technologie émerge, on projette qu'elle va purifier la guerre, les armes à feu, les mitrailleuses, la force aérienne, la bombe atomique. Pourtant, ça ne s'est jamais avéré. C'est seulement la cadence qui s'accélère. Quand on crée une technologie révolutionnaire, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable et prétendre qu'on ne sait pas vraiment si elle va être utilisée. C'est d'une naïveté intellectuellement embarrassante. Évidemment qu'on va s'en servir. Évidemment qu'on ira jusqu'au bout. C'est dans la nature de qui nous sommes. C'est la manifestation la plus explicite de l'évolution. C'est plus fort que nous. Les humains ont une soif biologique pour le progrès. Ce n'est pas une décision consciente, c'est programmé de manière indélébile dans notre esprit. J'ai vu récemment la vie nécrologique d'une dame décédée à l'âge de 116 ans et ça m'a fait réfléchir à tout ce que cette femme a vu au courant de sa vie, ainsi qu'au rythme effréné du progrès technologique. Elle a vu arriver la radio, les voitures, la télévision, les premiers avions se sont transformés en jets supersoniques. Ensuite ont suivi les ordinateurs, l'énergie nucléaire, l'Internet, l'intelligence artificielle, la manipulation génétique. Le monde avance à une vitesse exponentielle. On ne sait pas vers quoi, mais une chose est sûre, on n'est pas encore à la fin de l'histoire. D'une manière, l'humanité est dans une période transitoire. On a devant nous toute une panoplie de technologies révolutionnaires dont la somme risque de complètement transformer le monde qui nous entoure. Je pense à l'intelligence artificielle, aux interfaces neuronales telles que Neuralink, à l'amélioration génétique, aux armes autonomes, à la réalité virtuelle, ainsi que, bien sûr, à la robotisation. Des questions immenses ont besoin d'être posées, des questions de vie privée, de sécurité, mais aussi des enjeux économiques, militaires, sociaux et hautement philosophiques. Depuis le début de la révolution industrielle, on prédit l'avènement d'une société des loisirs, une utopie où personne ne doit travailler. Ça ne s'est jamais produit. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Les blocs élémentaires qui nous composent demeurent les mêmes. Le besoin de validation de la communauté, la compétition sexuelle animée par l'instinct reproducteur, la recherche de sens à la vie. Tout ça ne disparaît pas en arrêtant de travailler. Le progrès entraîne le progrès. Ce à quoi on risque d'assister, c'est donc non pas une utopie entraînant une forme de stagnation, mais plutôt à une explosion du progrès technologique et de la connaissance, à la mesure où on encaisse le gain de productivité créé par la robotisation. Donc avant de spéculer sur le futur de l'humanité, il faudrait d'abord définir qu'est-ce que l'humanité. La robotisation, la révolution technologique et le transhumanisme sont-ils l'extension de la nature? Après tout, l'intelligence qu'il a créée est née elle-même de tout ce qu'il y a de plus naturel. Donc qui sommes-nous? Quelle est notre destinée? La question est plus profonde et plus nuancée qu'on ne le croit. Ça demande beaucoup de flexibilité d'esprit. Je suis tellement heureux que vous en fassiez preuve de la sorte lorsqu'on aborde des sujets complexes. On aurait pu en faire un segment rapide de 12 ou 13 minutes comme le font les grands médias, mais l'objectif ici était d'aller plus loin et de plonger tête première avec vous pour réellement comprendre les enjeux. Si c'est possible, c'est seulement grâce à vous. Notre émission est entièrement financée par vos contributions ainsi que par nos membres exclusifs. Donc si vous pensez que ce qu'on fait est important, c'est la meilleure manière d'y participer. C'était Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.